Jadat. Bonjour Claude. Vous êtes professeur émérite des universités en mathématiques et président honoraire de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez également travaillé pendant plusieurs années au sein d'institutions internationales, en particulier à l'UNESCO. Vous avez accepté d'intervenir au Congrès international de la MOPA qui se tient à Genève sur le thème de la promotion de la langue et de la culture française et nous vous en remercions. Mais pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que les palmes académiques, je le dis et sans aucune retenue, représentent la plus belle décoration pour moi. C'est la décoration qui caractérise mon engagement. Toute ma vie, j'ai été un enseignant. J'ai été honoré et fier d'être un enseignant. Les palmes académiques, c'est la décoration des enseignants. Pour moi, c'est la plus belle des décorations. C'est celle que je porte sans retenue. Alors que les autres, j'ai toujours un peu de scrupule à les porter. Donc les palmes académiques, c'est la symbolisation de tout ce qu'a été ma vie. Et j'espère qu'elle continuera dans l'enseignement, mais aussi comme étudiant. Je l'ai dit dans une interview récente, je veux mourir en enseignant et en étudiant. Voilà, la réponse est claire, nette, je ne peux pas dire plus. Alors, vous avez évoqué ce sujet lors de votre exposé, lors de votre présentation, mais comment expliquer que le français, langue de communication pour les scientifiques à la fin du 19e siècle et également au début du 20e siècle, soit aujourd'hui relégué et si peu utilisé dans le monde scientifique? Oui, alors, je trouve que dire du français que c'est une langue uniquement culturelle, de littérature, d'art, de culture, c'est rabaisser le français ou le diminuer. Le français est une langue complète, elle est totale. C'est une langue totale. Et on peut tout dire en français, aussi bien les mathématiques que la littérature, que la philosophie, que l'histoire, que l'anthropologie, que la sociologie. Le français est une langue complète. Alors pourquoi a-t-elle été minorée dans cette complétude qui est la sienne? Parce que l'anglais est une langue plus facile, quelque part. Beaucoup plus facile que le français. Et puis des grandes puissances aujourd'hui, la Chine, le Japon à une époque, ont compris que le français était trop difficile pour manipuler les grands défis de la modernité. Défis économiques, défis industriels, parce que le français est une langue qui dit les choses en profondeur. Or, si on veut faire du bénéfice, si on veut faire en sorte que la finance s'impose à l'économie, n'oubliez pas l'économie, ça vient d'oikonomia, c'est gérer la maison. C'est une affaire humaine. La finance, ce n'est pas une affaire humaine. Mais la finance n'a pas le temps. La finance veut la rentabilité immédiate. Avec le français, c'est difficile. Et l'anglais est plus utile. Mais quel anglais? Je l'ai dit dans mon intervention, j'ai de la peine pour l'anglais. Parce que moi, je suis un grand admirateur des écrivains anglophones comme Joyce, comme Dickens quand j'étais jeune, et bien d'autres. Mais ils doivent se retourner dans leur tombe. Mais l'anglais est en train de se perdre culturellement. Et si j'ai un message aujourd'hui à envoyer à mes amis anglophones, c'est défendez votre culture et défendez votre langue. Parce que demain, elle vous échappe. Quel anglais parle-t-on aujourd'hui dans le monde? C'est ce que disait Christian Philippe dans son intervention, le globish. Mais c'est la réalité. Qui parle anglais aujourd'hui? Avec le français, ça ne peut pas marcher. Le français, on le parle, on le sent, on le vit, mais on ne peut pas le dénaturer. Voilà, c'est clair. Le français n'est pas une langue qu'on peut capturer comme cela. Et je crois que c'est ça la force du français. Et moi, je ne m'inquiète pas. Même si le français est moins pratiqué, etc., il reviendra. Parce qu'il y aura un retour d'humanité et d'humanisme. Et là, le français aura toute sa place et tout son rôle à jouer. Je n'exclus pas l'anglais. Mais il faut vite que les pays anglophones, de culture anglophone, fassent attention à ce que d'autres pays ne dénaturent pas et n'utilisent pas de manière négative cette belle langue qu'est l'anglais. Voilà. Alors là, je vais m'adresser plutôt aux mathématiciens que vous êtes. Vous en avez un peu parlé, vous l'avez évoqué. Moi, je voudrais que vous approfondissiez un petit peu plus là. L'intelligence artificielle est déjà là. Elle est dans l'école.
Bien sûr. Elle est dans l'école. Bon nombre d'enseignants ne savent même pas qu'elle est totalement entrée dans l'école et qu'elle y rentre, je dirais, presque naturellement. Mais comment vous la voyez, vous, cette IA, dans l'éducation demain? Mais je la vois comme une grande opportunité, non pas comme une menace, hein, je la vois comme une promesse. Bon, il est clair qu'il faut garder la dimension humaine. L'enseignant, je l'ai dit, est le cœur du système éducatif en relation avec l'étudiant. Donc c'est une affaire d'humanité, hein, d'hommes, d'enfants et d'hommes. Mais l'intelligence artificielle, étend les champs des possibles, va permettre aux jeunes de bénéficier de cette technologie qui va l'amener à, en temps continu, à apprendre, à corriger ses erreurs, à revenir sur d'autres choses, et aider l'enseignant aussi à étendre le temps, parce que le temps est limité, le temps physique, vous le savez, vous êtes un physicien, le temps physique dont on dispose est limité. L'intelligence artificielle va nous permettre d'étendre ce temps, le temps d'apprendre, le temps d'apprendre à être, apprendre à faire, apprendre à apprendre, et même apprendre à vivre ensemble. Mais il ne faut pas que l'intelligence artificielle prenne la place de l'enseignant. C'est d'abord une affaire d'être humain. L'enseignement est une affaire d'être humain. Et donc moi je n'ai aucune inquiétude concernant l'intelligence artificielle, et j'avais organisé en Sorbonne il y a 2 ans un procès sur le progrès. Peut-on instruire le procès du progrès? Et de grands avocats étaient venus. Il y avait les défenseurs, les accusateurs, tout le monde jouait son rôle. Mais le progrès fait partie de l'aventure humaine. Rejeter le progrès, c'est nier l'aventure humaine. Ne l'oubliez pas, au XIXe siècle, par exemple, lorsqu'on prenait le train et qu'on allait à 40 km/h, les gens étaient pris de panique. On pensait même que les hommes allaient devenir impuissants, que les femmes allaient devenir stériles. Que dire de l'avion, qui rendait fou? Mais c'est ça l'aventure humaine. Elle est faite de progrès, mais d'un progrès maîtrisé. Il faut que l'homme puisse continuer à avoir la main sur ce qu'il invente, sur ce qu'il développe, et qu'il ne se fasse pas dépasser. C'est un peu le mythe du golem. Vous savez, le mythe du golem, quand la créature créée par l'homme ou inventée par l'homme dépasse l'homme. Moi, je crois que l'intelligence artificielle fait partie de notre avenir, de notre présent déjà, et il faut vivre avec, et ne pas être pris de panique, alors que c'est comme ça que nous allons écrire notre histoire future. Merci beaucoup, Georges Haddad. Merci à vous, Claude.